Notre invité, Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Éditorialiste, écrivain, auteur d'un livre au succès phénoménal, le suicide français, édition Albin Michel, les 40 années qui ont défait la France, de la mort de De Gaulle à aujourd'hui. La France se meurt, la France est morte, nous dites-vous, en cause, et ça a déjà été dit et redit sur toutes les télés et radios de France. En cause donc, mai 68, le féminisme, l'antiracisme, le laxisme, l'Europe, les élites, le lobby gay, l'immigration, le multiculturalisme, le mondialisme. Alors il y a eu une telle fièvre autour de votre livre que votre nom est devenu un nom commun. On parle aujourd'hui de zemmourisation des esprits. Quel effet ça fait? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait bizarre. Mais bon, si ça veut dire que mes idées, les idées que je défends, ont conquis une partie importante de la population, j'en suis ravi. Maintenant, en général, c'est plutôt pour m'insulter. Donc, je regarde ça avec distance. Oui, ce qui est étonnant, c'est que le rapport s'inverse, en fait. Jusque-là, c'est vous qui commentiez les politiques. Aujourd'hui, c'est les politiques qui vous commentent. Oui, c'est pas faux. Il y a de ça, il y a du vrai. J'ai vu que, par exemple, Noël Mamère sortait un livre pour me répondre. Manuel Valls, qui dit que mon livre n'est pas digne d'être lu. C'est pas qu'ils commentent, ils ont, si vous voulez, vous savez, il y a une tradition française qui est le lien entre littérature et politique. Il y a une très jolie phrase de Victor Hugo qui dit un journal, c'est comme un écrivain, ça a deux fonctions, la fonction littéraire et la fonction politique. Les deux sont liés, en tout cas en France. Donc c'est tout à fait normal que quand on écrit un livre, ça soit politique. Surtout quand on raconte une histoire des 40 dernières années, surtout quand on prend, comme je l'ai fait, non seulement les décisions politiques et économiques, mais aussi la culture populaire. Tout ça est profondément politique au sens métapolitique, vous savez, c'est-à-dire la bataille culturelle, la bataille des idées. C'est quand même le fond de la politique. Le fond de la politique, c'est pas qui est élu, qui n'est pas élu, qui gagne l'UMP, etc. Ça, c'est la politique politicienne. La vraie politique, c'est les idées. Donc, qu'il y ait un échange, un affrontement entre les hommes politiques professionnels et des gens comme moi qui sont des écrivains qui essaient de réfléchir sur la société, c'est normal, ça a toujours existé en France. Alors parlons des médias et de votre tournée en région. Pendant 2 mois, on a vu et entendu que vous, quelle morale tirez-vous de cette tournée promotionnelle? Mais écoutez, c'est assez passionnant. C'est-à-dire qu'on voit... là, je vais un peu partout. J'étais à Toulouse la semaine dernière, je vais à Genève demain, ensuite j'irai à Bordeaux, à Lyon, à Nantes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des salles qui sont pleines à craquer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on prévoit 400, 500 personnes et il y a le double. Les gens sont debout, ils m'acclament avec une ferveur touchante. J'ai l'impression, si vous voulez, que je mets des mots MOTS sur leurs mots MAUX. C'est-à-dire que ce que j'exprime, ce que je dis, ce que j'explique, les gens le ressentent profondément depuis des années et soit ils ne le conceptualisent pas, soit ils n'osent pas le dire. Et donc, ça leur fait du bien d'entendre quelqu'un et de lire quelqu'un qui dit exactement ce qu'ils pensaient le plus profondément. Ils sont très inquiets, vous savez. Ils sont affolés. Ils ont l'impression de ne plus reconnaître leur pays. Ils ont l'impression, comme je le dis, que leur pays se meurt. Ce n'est plus leur pays. Ils sortent dans la rue, ils ont l'impression de changer de continent. Ils regardent la télévision, ils ne reconnaissent plus. Leurs enfants étudient une histoire qui n'est pas l'histoire de France. Ils ne savent plus où ils habitent, vous comprenez? Ils sont malheureux et ils sont très inquiets. Et ils ont l'impression que les élites, non seulement... Ceux qui viennent vous voir en tout cas. Ah ben ceux qui viennent me voir, bien sûr. Sinon, ceux qui viennent pas me voir. À la télé, à la radio, quand on parlait de votre livre, la polémique s'est cristallisée sur Vichy. Vous affirmez que Pétain, au nom de la souveraineté française, a sacrifié les Juifs étrangers pour sauver des Juifs français. Alors, aucun historien n'a dit, c'est vrai, Zemmour a raison. Au contraire, votre maître Bernstein a dit, celui qu'on a tous étudié, a dit Zemmour se trompe lorsqu'il dit que Pétain a sauvé des Juifs. En fait, en gros, il vous reproche d'être plus un polémiste qu'un historien. Mais je ne me prétends pas historien comme M. Bernstein ou comme d'autres, effectivement, pour laquelle j'ai le plus grand respect. J'ai lu l'interview de M. Bernstein. Il dit il se trompe parce qu'il interprète mes intentions. Il fait de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il pense que j'ai dit Pétain a voulu sauver les Juifs français. C'était un grand être généreux. Il a voulu sauver les Juifs français. Il a donné les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français. Je n'écris pas ça. J'écris que c'est ce qui s'est passé.
C'est pas la même chose. Je ne dis pas que Pétain, dans son intention politique, n'a pas voulu marginaliser les Juifs français. Oui, parce que dans son statut des Juifs, dans ces deux statuts des Juifs, il n'y a d'ailleurs pas de préférence nationale. Exactement, de statut ségrégatif pour les Juifs, un peu comme les Noirs américains à l'époque. C'est ça qu'il a voulu, Pétain, avec les Juifs français. Je ne dis pas le contraire, mais il est un fait, et je remarque que M. Bernstein, comme d'autres historiens, ne me contestent pas là-dessus, que finalement, 95% des Juifs français ont été sauvés. C'est un fait. Maintenant, on a survalorisé ce sujet. Ça fait 7 pages sur 540. Parce qu'on s'est dit, Zemmour est bien indulgent avec Pétain, en plus a retiré, avec le décret Crémieux, a retiré la nationalité française à vos propres parents juifs d'Algérie. Donc c'est pour vous dire que je n'ai aucune tendresse particulière pour Pétain. J'essaye simplement d'être objectif. Jean-Marie Le Pen, il est d'accord avec vous sur le rôle de Pétain? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Vous savez, un historien, je cite longuement dans mes 7 pages, un historien israélien, Alain Michel, franco-israélien, qui est rabbin de surcroît, et qui je cite, mais celui qui est le plus d'accord avec moi, vous savez, c'est le plus grand spécialiste du génocide juif, Raoul Hilberg, qui écrit exactement... C'est le livre dont vous vous êtes beaucoup inspiré. Mais c'est pas que je m'en suis inspiré, c'est La destruction des Juifs d'Europe. Merci. C'est le livre que tout le monde cite tout le temps. Sauf pour cette phrase. Revenons à Jean-Marie Le Pen. Quand il commence à délirer sur du rafour crématoire, les chambres à gaz, le point de détail, le bon comportement de l'armée allemande pendant l'occupation, les fournées au sujet de Ben Guigui, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez une tisane et un petit cachet ou... je vais vous dire. Mon sujet, j'ai entendu votre accroche là... les liaisons dangereuses avec le Front National, c'est pas mon sujet, le Front National. Comprenez-moi bien. Je ne fais pas. Mais c'est notre sujet aujourd'hui parce que vous êtes. Moi, je suis pas votre pensée, elle est incroyablement proche aujourd'hui de celle de Marine Le Pen. Non, mais moi, ma pensée, elle n'est proche de personne. C'est votre sujet, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas obligé de rentrer dans votre sujet. Oui, mais je vous pose des questions en attendant. Mais vous avez vos questions, j'ai mes réponses, comme disait Georges Marchais. Donc Jean-Marie Le Pen, quand il fait ses déclarations, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il dit ce qu'il veut. Mais je n'en ai cure des déclarations de Jean-Marie Le Pen. Je n'ai pas écrit un livre de 540 pages, 3 ans de travail, pour commenter les déclarations de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même extraordinaire. Vous avez un livre et vous m'interrogez sur Jean-Marie Le Pen. J'en parle à peine de Jean-Marie Le Pen dans le livre. Est-ce que vous l'avez vu? Vous en parlez, oui, bien sûr, vous en parlez. Sur le point de détail, notamment. Non, oui, le point de détail et 2002. Voilà, mais c'est pas mon sujet. Donc arrêtez de m'interroger sur le Front National et Jean-Marie Le Pen. Je ne répondrai pas. Il y a beaucoup de gens de gauche. Et pourquoi vous ne répondez pas? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne vous a beaucoup entendu parler du livre. Vous entendez bien que moi, vous recevant 2 mois après la sortie du livre, je ne vais pas vous faire la même interview que quelqu'un qui vous a reçu dès la sortie du livre. Mais je vais vous dire. Donc je vous demande des questions annexes qui vous paraissent annexes en tout cas. Non, vous ne posez pas des questions annexes d'abord. Non, qui vous paraissent annexes, puisque vous dites je ne vais pas y répondre. Non. Vous posez la même question qu'on me pose depuis 2 mois. Donc ne croyez pas que c'est parce que vous arrivez après et parce que vous arrivez avant. C'est parce que vous êtes tous formatés pour ça. Vous n'avez qu'une seule question, le Front National. On vous donne un livre de 540 pages, vous faites semblant de le lire et vous posez une question. Alors là, et vous posez une question. Alors ne posez pas de questions sur le Front National si vous l'avez lu. Il y a 10 000 sujets. Dans ce cas-là, vous allez passer 5 minutes sur le Front National. Ce n'est pas le sujet. Il y en a un autre qui commente votre livre qui s'appelle Alain Soral, que vous connaissez bien. Vous avez déclaré être d'accord sur des tas de points avec Soral, national-socialiste, antisémite, révisionniste, qui a été encore condamné vendredi dernier. Des tas de points d'accord avec Alain Soral, lesquels? Vous me faites de la peine. Je suis désolée de vous faire de la peine. Vous me faites de la peine parce que vous faites on m'avait dit que vous étiez plus futé que les autres, mais je vois que vous êtes comme les autres. Et c'est assez lamentable pour vous. Ah bon? Voilà. Oui, absolument. C'est lamentable. Je vous pose des questions qu'elles vous dérangent pas. Je vous demande juste d'y répondre. Vous posez des questions stupides. Parce que je suis une femme. Sans doute. C'est ça, si vous le pensez. Donc, c'est pas de ma faute. Voilà, vous posez des questions banales. Vous comprenez? Vous vous banalisez. Maintenant, Alain Soral, j'avais un point d'accord avec lui sur la féminisation de la société. Il a écrit un livre quelques années avant le mien qui s'appelait Vers la féminisation et nous sommes sur le même diagnostic, nous ne l'écrivons pas de la même façon. Sur ce livre aussi, il dit que vous l'avez copié. Alain Soral, il pense que tout vient de lui. Il pense que tout le monde le pille et que toute pensée un peu irrévérencieuse et iconoclaste vient de lui. C'est son problème, c'est pas le mien.
voilà, encore une fois, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas dans le livre. Mais une fois de plus, vous posez des questions à côté du livre. Je pose des questions à partir de personnes qui ont commenté votre livre. Par exemple, Marine Le Pen hier, que vous le vouliez ou non. Je me moque des personnes qui ont commenté mon livre. Je ne vous répondrai pas. Hier. Bon, je ne vous répondrai pas sur les personnes qui ont commenté le livre. Je réponds sur mon livre. Voilà. Si vous n'avez pas de questions à me répondre sur mon livre, je m'en vais. Je vous pose encore une autre question. La corde au cou, la France a la corde au cou, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Elle se suicide. Bon, mais elle se suicide. Excusez-moi, je parle de la corde au cou. Mais je vous en prie. Est-ce que vous avez, parmi les dirigeants politiques actuels, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui puisse enlever cette corde au cou des Français ou pas? Que ce soit à l'UMP, au FN, à l'extrême gauche. Encore une fois, ce n'est pas mon problème. J'essaie de voir la suite. Moi, je ne veux pas voir la suite. Voyez le livre déjà. Je vous assure, il y a déjà beaucoup à faire. Il y aurait 10 émissions comme la vôtre pour commenter tous les thèmes du livre. Il y aurait beaucoup de choses à faire, beaucoup plus intéressantes que les questions que vous me posez sur la suite. La suite, je m'en moque, chère madame, parce que la suite, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est se mettre d'accord sur un diagnostic, vous m'entendez, avant de faire un traitement. Un bon médecin, il fait d'abord le bon diagnostic. Votre diagnostic, j'estime que le diagnostic n'est pas bon. Non, on le connaît pas. Mais bien sûr que si on vous entend depuis 2 mois, on le connaît, votre diagnostic. C'est pas vrai, on m'interroge comme vous, toujours sur les suites. Non, c'est pas vrai. Personne n'interroge sur le fond. Si, on vous a interrogé et réinterrogé sur le fond. C'est faux. Si on poursuit la courbe de votre diagnostic, de vos prédictions, on arrive à quoi demain? C'est très simple. Si on poursuit la courbe de ce que je décris dans le livre, il y a deux phénomènes qui me paraissent évidents. Je dis bien si on poursuit la courbe. Sur le plan économique, nous devenons une espèce de grande province de l'empire européen allemand. C'est la logique de la monnaie unique, très bien définie par l'économiste Paul Krugman, qui explique que nous sommes la monnaie unique dans un grand ensemble, favorise les régions les plus riches, les plus développées, et donc transforme en mezzogiorno les autres régions. Ça, c'est la première logique. Nous sommes une espèce de, au mieux, du grosse Bavière. La deuxième logique, si nous suivons la logique démographique des mouvements migratoires actuels, c'est la multiplication des républiques islamiques dans les banlieues françaises, très bien décrite d'ailleurs par un auteur algérien comme Boualem Sansal qui dit exactement la même chose, et donc avec des républiques islamiques qui vont affronter le reste de la population. Il y aura des affrontements. Vous voyez dans Christophe Guilluy, le dernier livre de Christophe Guilluy, on l'a reçu, donc si vous l'avez lu, vous avez vu qu'il explique très bien que les gens se séparent, qu'ils ne veulent plus vivre ensemble. Est-ce que selon vous, on arrive à une guerre civile? Je pense que c'est une possibilité, oui, très sérieuse. Entre eux, les mouvements, je vous dis, entre ces républiques islamiques qui se fortifient dans toutes les banlieues françaises et les Français et les immigrés anciens qui se sont rassemblés dans les classes populaires, dans le périurbain, comme le décrit très bien Christophe Guilluy. Et comme par ailleurs, comme le décrit Gilles Kepel, vous avez une salafisation de la jeunesse réislamisée de banlieue. Vous voyez, les deux sont une espèce de deux peuples qui vivent sur le même territoire. Donc forcément, ça risque de provoquer des étincelles. Ce sera ma dernière question. Pourquoi aimez-vous tant cette France qui a abandonné l'Algérie et forcé vos parents à l'exil? Pourquoi aimez-vous tant cette France qui n'a pas su reconnaître votre talent et vous a refusé l'ENA? Mais enfin, chère madame, mais moi je ne suis pas dans la victimisation. Je ne vais pas dire, d'abord, c'est pas la France qui a abandonné l'Algérie, c'est le général de Gaulle qui a décidé, d'ailleurs, pour éviter exactement ce que je décris. C'est-à-dire pour éviter, justement, parce qu'il estimait qu'il ne pouvait pas y avoir des millions d'Arabes en France et que c'était deux peuples différents, relisés, perfides. Donc ça, c'est une question de fond. Et donc j'aime la France, mais la France, c'est pas une décision. Dans ma famille, on aime la France depuis qu'on est français, c'est-à-dire depuis 1870. Et on aime la France passionnément. Et on aime l'histoire de France. On aime la culture française, on aime la littérature française, on aime les paysages français. Aimer la France, c'est aimer tout. Vous savez, quand Napoléon arrive au pouvoir, il dit « j'assume tout ». De Clovis au comité de salut public. Le comité de salut public, ça veut dire la terreur. Donc ça veut dire aimer la France, ça veut dire assumer toute son histoire. Ses gloires et aussi ses périodes moins glorieuses. C'est ça l'histoire d'un grand pays qu'on aime. Merci Éric Zemmour. Je vous en prie. Merci d'être venu. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Très bonne journée à tous. À demain.